Une production Stéréolab. Je sais pas si ça se dit, mais vraiment, moi, j'ai l'impression d'être utile certains jours, donc c'est très satisfaisant. J'essaie évidemment toujours d'aller au plus loin, avec le plus d'exigence possible, chaque fois que je fais un instrument. Mais le suivant a toujours quelque chose en plus, une petite chose en plus du précédent. Bonjour et bienvenue dans Travail soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Pour finir cette deuxième saison, j'ai décidé de rassembler quelques extraits choisis parmi les 16 épisodes déjà en ligne afin de permettre à quelques-uns de les découvrir et à d'autres de les entendre différemment. Commençons avec Charles Coquet, dont la passion dévorante comme l'environnement professionnel ou la vie sociale l'encourage à n'être que luthier. Qu'est-ce que c'est ma vie en fait, à part la lutherie? Alors bon, évidemment, il y a des garde-fous qui nous rappellent à l'ordre, parce que il y a la maison, il y a les enfants, il y a la compagne, et ça permet de faire la part des choses aussi. Parce que quand on est à fond dans son métier, et puis qu'on finit par avoir un petit peu de reconnaissance, même si le milieu est minuscule, puisque la lutherie, comme la musique classique, c'est évidemment un milieu minuscule. Quand on va à un concert, quand on croise des collègues, on est reconnu pour ce qu'on fait. Et puis quand on rentre à la maison, on est le mari, on est le papa, on est... Et puis voilà, et puis c'est bien comme ça permet de se remettre un peu les pieds sur terre. Mais le rapport au métier, c'est étrange parce que la plupart des gens ont des hobbies, en fait. Alors moi, j'aime faire des choses à côté aussi, mais souvent, je vis ça comme un temps que je peux pas passer avec les instruments. Donc j'essaye de pas être que luthier, je me force. Mais c'est ça, parfois ça pose presque un problème identitaire en fait. À force de se définir en tant que luthier, on finit par n'être plus que luthier. Et puis c'est extrêmement pratique, que j'avoue, socialement, c'est parce que ça fascine tellement tout le monde que la communication avec le reste du monde est extrêmement simple, c'est extrêmement valorisant. Donc on peut arriver à peu près n'importe où, n'importe quel dîner, n'importe quel milieu. Tout le monde est tellement fasciné par cette chose-là que d'emblée, on devient la personne à qui il faut parler. Mais c'est une espèce de piège aussi, parce que le risque, c'est, entre guillemets, de ne plus se résumer qu'à cette chose-là. Poursuivons avec un métier qui bénéficie d'une image sociale très positive, avec Pia, sage-femme en région parisienne, pour qui son métier et l'hôpital sont indispensables à son équilibre. Moi, je travaille depuis 2014 dans le même hôpital, ici à l'hôpital Foch. Et j'ai pris une pause de 6 mois il y a 2 ans pour voyager. C'était un rêve, donc je suis allée jusqu'au bout et j'ai découvert en voyage que je parlais tous les jours de mon métier et qui me manquait énormément. J'avais besoin d'une pause parce que je pense qu'il faut s'aérer l'esprit et que j'avais beaucoup travaillé pendant 3 ans, de jour comme de nuit, donc j'avais besoin de cette pause pour moi. Mais je me suis rendu compte que c'est un métier qui faisait partie de mon quotidien et que je pouvais pas complètement l'éliminer. Et il faut savoir prendre des vacances régulièrement comme tout le monde, il faut savoir avoir une vie complète à côté, mais j'ai besoin d'être à l'hôpital. Et j'aurai toujours besoin, je crois. Je pense que j'aime pas trop le mot thérapie, mais je vais bien parce que je vais au travail. Comme j'adore être à l'hôpital, il faut trouver du temps où on l'est pas et se reposer, mais je suis très satisfaite après une bonne journée de travail. Je suis bien dans ma vie personnelle si j'ai effectué une bonne journée, si j'ai eu de beaux accouchements, des belles consultations, des échographies, annoncer des sexes aux parents, c'est génial et j'adore rentrer chez moi et l'avoir fait. Abordons le rapport au travail par un prisme très différent, celui de l'écrivain David Thomas, qui mène aujourd'hui la vie dont il rêvait adolescent. J'ai du mal à parler du rapport au travail d'écrivain. Alors, est-ce que j'ai du mal à considérer l'écriture comme un métier, ou est-ce que je ne me sens pas suffisamment légitime pour me considérer comme un écrivain, alors que maintenant j'en suis un, puisque je vais bientôt publier mon 7e livre, ou probablement aussi que dans le travail, il y a quelque chose d'une contrainte. Je sais ce que c'est que d'aller au travail tous les jours, moi. Je sais ce que c'est que de prendre le métro tous les jours, à la même heure.
de se cogner les collègues de bureau, la machine à café, les coups de bourre. Bon, tout ça, je sais ce que c'est que la vie de bureau. Je l'ai vécu. Et je l'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir vraiment ce que c'est. Donc, c'est peut-être pour ça que, comme j'ai la chance d'avoir la vie dont je rêvais à 16 ans, je ne considère pas ça comme un travail. La différence qu'il pourrait y avoir entre un travail, en tout cas par rapport au travail que je faisais avant, c'est le rapport au temps. Écrire un livre, en général, ça prend plusieurs mois. Donc, on n'est pas dans le même temps que les autres. Et puis, il n'y a pas le même investissement non plus. On s'expose, toujours dans son travail, on s'expose. Mais on ne s'expose pas autant. Moi, quand j'écris un livre, j'y mets plus de moi-même. Je m'investis plus. Je me livre. Voilà, j'aime bien cette expression de se livrer quand on écrit. Parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Pas tout le monde, mais moi, en tout cas, je suis là-dedans. Je me livre. Masqué, mais je me livre. Bien sûr, inévitablement, je ne peux pas avoir le même rapport au travail que quand j'étais journaliste ou maquettiste. Une chose m'avait frappé au cours de mon entretien avec Gloria, danseuse au Crazy Horse, c'était de voir à quel point sa passion pour son métier est intimement liée à l'endroit où elle l'exerce, au point qu'ils sont devenus indissociables. Quand je parle du Crazy Horse, c'est très difficile de parler de travail. Parce qu'il ne s'agit pas d'un travail pour moi. Ça fait vraiment partie de ma vie. Je suis toujours danseuse. Non, ce n'est pas vrai. Je suis une crazy girl. C'est comme ça qu'on appelle les danseuses du crazy. Parce que le Crazy Horse m'a appris des choses que j'utilise, entre guillemets, dans ma vraie vie. Je suis beaucoup plus confiante en moi depuis que je suis ici. Je sais aussi jouer avec la séduction et ma féminité d'une façon différente. C'est quelque chose de tellement unique que je ne suis plus seulement danseuse. Et le crazy est devenu ma passion. Je ne quitte pas mes amis en leur disant « je vais au travail ». Je leur dis « je vais au crazy ». Nicolas, chef concierge d'un palace parisien, évolue dans un lieu exceptionnel au contact de clients hors normes. Si leur satisfaction devient la sienne, il sait néanmoins garder les pieds sur terre. Je vais aller tout à l'heure dans mon vestiaire, je vais mettre un jean comme vous, je vais mettre ma paire de chaussures, mon petit manteau, je vais sortir. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis toujours concierge parce que dans l'esprit de aider les gens, les renseigner, et puis d'être curieux de tout. Maintenant, j'habite pas dans un palace. Il y a plein de choses que je fais comme tout le monde, sauf que je travaille dans un des plus beaux palaces de Paris, qui est certainement un des plus beaux palaces du monde. Personnellement, je suis très détaché par rapport à ça. Je reste à ma place, je sers avec plaisir, mais je fais très attention à faire la part des choses. C'est un peu dommage ce que je vais dire, mais c'est vraiment le fond de ma pensée. On s'habitue à tout, au meilleur comme au pire. Moi, avant de venir travailler au Péninsula, je passais devant. Volontairement, je n'ai jamais voulu rentrer dedans. J'étais impressionné et je voulais me garder cette première impression. Et au bout de 2 ans, je rentre à l'hôtel comme si je rentrais chez moi. Évidemment, je me sens très bien dans mon travail, mais j'oublie pas, et notamment quand je le fais visiter, j'oublie pas la chance qu'on a, mais il faut garder une certaine distance. Donc voilà, chacun reste à sa place. Moi, je suis là pour les servir. Il y a beaucoup de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mon équipe. Je fais attention à tout et c'est comme ça que j'arrive à délivrer le meilleur service. Nous, ça nous amène beaucoup de satisfaction. On n'attend pas spécialement de remerciements. Parfois, on en a. Parfois, on n'en a pas. Mais au moins, quand on rentre à la maison le soir, on a cette satisfaction du travail bien fait. Il y a les métiers que l'on choisit et ceux qui s'imposent à nous. Avec une évidence inattendue, Karen a connu plusieurs carrières avant de devenir céramiste et de développer un sentiment de plénitude au travail. Déjà, c'est pas si simple de dire ce qui m'anime dans ce métier-là. La chose qui est sûre, c'est que l'important, c'est la route. Ça n'est pas le résultat. C'est une sensation d'être traversée par une énergie qui ne m'appartient pas, mais dont je suis un transmetteur. Et ce qui est plaisant, qui est satisfaisant, c'est le moment où on fait. Le résultat, s'il est suffisamment bien, il permet de continuer à en faire. Et ça, c'est appréciable.
Mais je suis quand même relativement détachée du résultat. J'ai aucun mal à vendre mes pièces. Au contraire, il y a une partie de moi qui n'a pas l'impression que c'est moi qui l'ai fait. Ce qui me permet d'ailleurs de dire « ah ça c'est bien » ou « ça c'est pas bien ». Et la satisfaction, c'est d'être au bon endroit au bon moment. C'est une question d'instant. Pour moi, une pièce est signée par son instant. C'est quasiment une question de vibration. Alors, je ne vais pas partir dans des trucs très spirituels, métaphysiques ou quoi, parce que ce n'est pas ma culture ni mon propos. Mais quand même, les pièces vibrent, ça, c'est indéniable. Mais comme la couleur, on sait que c'est des ondes, le son, la voix, elles vibrent, elles témoignent, elles imprègnent un instant. L'instant de sa fabrication, ou je pense l'impulsion qu'on donne. Et donc, ce qui est plaisant, c'est d'avoir une bonne vibration, c'est-à-dire de se sentir aligné au moment où on fait, quoi. Voilà. Et se sentir aligné au moment où on fait, je pense que c'est pas propre à la céramique. Je sais pas à quoi c'est dû, je serais bien incapable de le dire, mais c'est une sensation de ça pétille, voilà. On est bien, on est aligné au moment où on le fait. Après, pourquoi la céramique ? J'en sais fiche trop rien. Et je dois vous dire que je suis la première surprise. Mais il se trouve que je me sens alignée quand je fais de la céramique. Et je pense pas m'être sentie alignée quand je produisais des films ou quand j'organisais la construction d'immeubles. Et je suis la première surprise puisque je viens d'un univers cartésien, rationnel, et où les métiers manuels ne sont pas des métiers d'avenir, on va dire, entre guillemets. Parce que je pense que maintenant c'est l'inverse, mais à l'époque où moi j'étais à l'école, on faisait pas un métier manuel quand on avait des facilités à l'école, voilà. Une autre invitée qui a changé de vie, c'est Claire. Formée au métier de la communication et du marketing, elle s'est finalement tournée vers l'ébénisterie et la restauration de mobilier ancien, qui lui permet de marier travaux manuels et intellectuels. Je me suis retrouvée aussi dans le sens où c'est un métier qui est très manuel, mais qui est très intellectuel aussi et très pragmatique. Moi, j'étais dans un métier avant qui était intellectuel dans le sens de la pensée, de la réflexion, de la communication, des idées, etc. Mais dans la restauration de mobilier et dans l'ébénisterie, j'ai trouvé au-delà de ça aussi un métier qui est intellectuel dans la conception graphique, spatiale. C'est beaucoup de calculs, de dessins techniques, de géométrie, mais il y a aussi beaucoup de chimie, parce que j'ai besoin de savoir comment mes produits vont réagir les uns avec les autres, quel solvant je peux utiliser sur tel vernis, pouvoir reconnaître les cols, etc. Alors que moi, à l'école, j'avais zappé tout ce qui était maths, scientifique, le plus tôt possible, avec cette persuasion que c'était pas pour moi et que jamais de la vie, je serais une scientifique ou une matheuse. Et en fait, là, tout à coup, je me suis rendu compte, parce qu'un jour, j'ai pris mes cours de l'école Boulle en formation continue et mes cours de géométrie au collège, alors que j'avais l'impression de tout apprendre de zéro, que je n'avais jamais fait ça à l'école. Et mes cours du collège étaient exactement les mêmes. Comme quoi, voilà, j'avais trouvé un sens à tous ces exercices, toutes ces problématiques géométriques, spatiales, etc. Et c'est un truc qui me plaît énormément dans ce travail, c'est que je travaille avec mes mains, je travaille beaucoup avec ma tête. J'ai beaucoup de recherches à faire et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que chaque objet, je mène ma petite enquête, quelle époque, quelle technique, d'où ça vient. Parfois, je retrouve des indices, des noms, des choses. En démontant un objet, on va retrouver un truc derrière un fond de tiroir ou parfois une inscription sur une serrure, ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a tout ce côté très pragmatique, très rigoureux. En tout cas, là, j'ai cette sensation dans mon métier aujourd'hui d'appliquer des méthodes, un savoir-faire et d'avoir quelque chose de plus carré, en tout cas une manière de travailler plus carrée. Je transpose dans le vrai tous ces apprentissages théoriques de l'école et ça m'étonne encore tous les jours. L'autre question récurrente de ce podcast, c'est évidemment la satisfaction que l'on retire de son travail et de sa manière personnelle de l'accomplir. En la matière, David Thomas reste très pragmatique par rapport à son processus créatif. La seule satisfaction que je peux avoir dans l'écriture, c'est que le travail est fait. Je ne peux pas prétendre être satisfait de ce que j'ai écrit. C'est pas de la fausse modestie ou de le dire qu'on est éternellement insatisfait. C'est pas vrai, parce que si j'envoie un éditeur, c'est que je me dis que c'est suffisamment abouti pour l'envoyer. Donc, quelque part, je suis satisfait de mon travail. Mais je sais aussi que je peux éternellement améliorer ce que je fais. Et surtout avec des recueils de microfiction. Je peux en retirer une ou deux, je peux en mettre une autre, je peux encore fignoler Si on part là-dedans, on s'arrête jamais. Donc moi, c'est la publication qui me fait me dire à un moment, allez, stop, là, c'est terminé, le livre est fini. C'est peut-être pas le livre de tes rêves, mais
il y a un moment, il faut s'arrêter. C'est lié à ma personnalité. Je pense que on n'écrit pas 8 heures par jour, mais quand on travaille au bureau, on ne travaille pas 8 heures par jour non plus. Donc ce qui compte, c'est ce qui est fait. Moi, ma satisfaction, elle peut être que là-dedans, elle peut être que dans le travail accompli. Et je sais aussi, parce que je compose des livres qui sont faits de 70, 80, 100 textes, je ne peux pas être satisfait de tous les textes. C'est pas possible. Il y a des textes que je trouve peut-être moins percutants, mais qui ont un sens. Un sens par rapport à mon travail, par rapport à la globalité de mon travail, par rapport à ce que je suis. Ça a un sens. On peut pas toujours être au top, hein. Ça, c'est pas vrai, ça. J'y crois pas à ça, moi. Ce qu'il faut, c'est équilibrer. Moi, mes livres, ils sont composés avec des pleins et des déliés. Ça monte et puis ça redescend. On prend une respiration et on repart. Et c'est pour ça que quand j'étale tous mes textes par terre, avant de composer mes livres, c'est une façon de rythmer le livre aussi. Quant à Gloria, la satisfaction se manifeste autrement, notamment au cours des numéros qu'elle interprète en solo sur la scène du Crazy. La satisfaction vient vraiment des sensations qu'on a sur scène. Le jour où je sens que mes épaules descendent, que je commence à relâcher pendant mon numéro, que je ne suis plus en train de penser à la choré, mais plutôt de travailler à l'interprétation, aux émotions, et je me sens assez libérée pour essayer des nouvelles choses aussi. Parce qu'il faut savoir que les chorés sont vraiment créés sur la danseuse et que ce qu'on a le droit de faire, c'est aussi de changer des petites choses pendant le numéro. Et comme la direction est dans la salle, on a toujours un retour immédiat qui nous dit « ça marchait très bien, ça marchait pas ». C'est comme ça qu'on s'approprie du solo et on a vraiment une évolution constante. Et il y a le petit quelque chose qui nous permet vraiment d'avancer dans nos numéros. Et la plus grosse satisfaction, ça vient pas du public, ça vient de toi-même quand tu rentres dans les loges et tu te dis « je l'ai vraiment bien senti ». Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de rentrer dans les loges et de me dire « ça s'est bien passé » et que la direction me dit « non, en fait, c'était pas ton meilleur ». C'est arrivé souvent le contraire. Il y a eu 2 jours où je suis rentrée dans les loges, je me suis dit « je l'ai vraiment mal senti, ça n'allait pas du tout, ça ne me plaît pas ce que j'ai ressenti ». Et la direction arrive et me dit « Gloria, c'était génial ce soir ». C'est très étonnant, mais ça nous arrive. Pour Michael, tailleur à l'abri du monde dans sa boutique parisienne, la satisfaction se manifeste régulièrement par la collaboration créative qu'il entreprend avec ses clients et la piqûre de rappel d'une émotion forte. Généralement, il se passe toujours 3 à 4 semaines entre la prise de mesure, le choix du tissu et le premier essayage. Ce premier essayage, c'est très particulier parce que quel que soit le costume que je vais essayer, quand je passe le costume sur la personne, je ressens ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu un de mes vêtements porté. J'ai ressenti un truc qui est entre le jour du bac, le permis de conduire et la première fois qu'on fait l'amour. Multiplié par 1000. Voilà, c'est à peu près ça, ce que j'ai ressenti. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'essaye la première fois le costume sur la personne, je ressens un peu de ça. Évidemment, pas ça, sinon je serais déjà mort, mais un peu de ça. C'est vraiment satisfaisant. Je sais qu'il y a d'autres métiers comme ça qui procurent ce genre d'émotions quotidiennes. Moi, c'est ça. Quand je crée le costume avec la personne et que la personne part et que je regarde mon croquis, là aussi, il y a quelque chose que j'adore. La création. En fait, souvent, je refusais le terme de créateur en disant c'est un peu trop pompeux, c'est un peu trop... Non, je suis un créateur. Être un créateur, c'est matérialiser une idée. Vous avez une idée, vous voyez quelqu'un, et vous imaginez un costume, et puis vous le matérialisez, vous le faites fabriquer, puis après vous le finissez. Et à la fin, il y a un résultat qui vous satisfait ou pas, mais vous avez créé quelque chose. Et ça, c'est aussi... je me vois pas faire autre chose, quoi. Si Claire a pris soin de ne pas se laisser dévorer par un travail qui la passionne, le plaisir qu'elle en retire est principalement lié à la variété des tâches qu'elle accomplit. Je pense qu'on a chacun notre rapport au travail et que moi, finalement, il a changé, mais pas tant que ça, dans le sens où, oui, je suis hyper contente de venir le matin. C'est pas un poids.
Mais je me suis aussi petit à petit mis plus de règles. À un moment donné, j'aurais pu perdre ma vie personnelle, justement, en me disant, comme c'est quelque chose que j'aime, je peux le faire tout le temps. Mais en fait, ça me ressemble pas. Moi, j'ai besoin de pouvoir m'intéresser à d'autres choses pour retrouver mon équilibre à moi, d'avoir des loisirs différents, et tout est source d'inspiration. Et puis finalement, ça vient nourrir aussi ce que je fais à l'atelier. Ce que je préfère dans mon métier, c'est que c'est varié. Je suis quelqu'un qui a besoin de pas trop être dans la routine et la répétition. Et en fait, dans ce métier-là, je vais faire des choses très différentes d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Et je pense que c'est la richesse de ce métier. Et puis, au moment où les propriétaires retrouvent leurs objets, s'ils sont contents, en général, c'est le cas, j'ai le sentiment d'avoir servi à quelque chose, quoi. Donc forcément, ça me touche. Vous le découvrirez en écoutant son épisode en intégralité. La satisfaction de Pia est nourrie de rencontres, d'histoires, d'émotions et du sentiment d'être utile qu'elle exprime avec une infinie modestie. En soi, les gestes, alors ça peut apeurer certaines personnes qu'on fasse des accouchements, mais le geste est assez simple, entre guillemets. Oui, il y a du sang, oui, il y a des cris, il y a des pleurs, mais c'est pas pour ça qu'on est là. En tout cas, même si on a toujours un peu l'adrénaline, comme tous les gens qui travaillent à l'hôpital, d'avoir une urgence, d'avoir une grosse hémorragie, de réanimer un enfant, ça nous excite toujours un petit peu. Mais la plus grande joie, c'est l'accompagnement. Je sais pas si ça se dit, mais vraiment, moi, j'ai l'impression d'être utile certains jours, donc c'est très satisfaisant. Et pour sa part, Charles poursuit une quête de perfection qui, fort heureusement pour lui, pourrait durer une vie. Je préfère toujours l'instrument à venir, en fait. J'essaie évidemment toujours d'aller au plus loin, avec le plus d'exigence possible, chaque fois que je fais un instrument. Mais le suivant a toujours quelque chose en plus, une petite chose en plus du précédent. Alors, évidemment, chaque année, il y a un moment où je me dis « Ah non, mais là, vraiment, là c'est quand même bien, quoi. Là, ça ressemble vraiment à quelque chose, le vernis. Là, c'est beau. » Et puis l'année suivante, je me dis ça encore. Et puis l'année d'après encore. Donc, d'une certaine manière, tant mieux, parce que ça occasionne le fait que je sois jamais rassasié. Mais ça me pose des difficultés pour répondre à votre question. Je sais pas quand est-ce qu'on devient vraiment un luthier accompli et pleinement satisfait de ce qu'on produit. J'espère jamais. J'espère que ces extraits vous auront donné envie d'en savoir plus sur Claire, Gloria, Karen, Pia, Nicolas, Michael, David et Charles, dont les épisodes et bien d'autres encore sont disponibles sur toutes les applications d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.